Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, pour commencer, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà essayé de grimper les yeux bandés ? Alors oui, non, et bien de toute façon, on s'en fout, j'ai envie de dire, puisque ce n'est pas vous le sujet de cette chronique, mais bien un certain Nicolas Moineau, qui vient d'enchaîner la semaine dernière son plus gros projet. Alors on va parler de ça, mais aussi des Jeux panaméricains qui se déroulaient dans la ville de Santiago, au Chili, et enfin on parlera projet en extérieur, avec un certain Jorge Diaz-Rullo qui vient d'enchaîner bibliographie. Alors on est parti. News numéro 1, vous avez peut-être déjà entendu le nom de Nicolas Moineau. Avec un patronyme tout droit sorti d'un conte pour enfants, Nicolas Moineau n'est cependant pas le pendant aéropropulsé de Pierre Lapin, mais plutôt un grand champion de handi-escalade français. Pourtant, la passion de Nicolas ne se développe pas dès son plus jeune âge, mais découle directement de son handicap. Alors qu'il est âgé de 14 ans environ, il est diagnostiqué d'une rétinite pigmentaire, une maladie rare qui provoque la dégénérescence de la vue. S'ensuit 10 années de galère pour Nicolas et plusieurs abandons contraints, comme la pratique du VTT rendue impossible par le développement de sa maladie. Redéfinissant alors les contours de sa vie, il se tourne vers des sports qui continuent de lui permettre une pratique semi-autonome, comme l'escalade qu'il commence à l'âge de 18 ans. Nous sommes au début des années 2010, Nicolas progresse et il est alors contacté pour prendre part à la création de l'équipe de France handi-escalade. La suite, c'est un titre de champion du monde en catégorie B1 en 2012, puis l'argent en 2014 à Riron en Espagne, et encore l'argent de retour à Paris en 2016. Et si la carrière de Nicolas s'est écrite sur résine durant ces 5 années, c'est sur falaise qu'elle va désormais continuer. Dans un milieu bien moins sécurisé et où même la marge d'approche est une première difficulté, Nicolas va installer son fief de performance proche de chez lui en la falaise de Saint-Géry dans le Lot, qui présente l'avantage non négligeable d'être accessible en bus depuis chez lui. Ici, il défie son handicap et enchaîne les voies dans le 7ème degré jusqu'à clipper le relais de aller-retour pour une mèche, un 7C+, en 2020, après un an de travail. Ah, et j'ai oublié de préciser, mais si on a souvent l'habitude de voir des grimpeurs handicapés évoluer en moulinette, notamment lors des compétitions, ici on parle d'ascension en tête. Et je ne sais toujours pas si vous avez déjà essayé de grimper les yeux bandés, mais outre la difficulté intrinsèque de l'exercice, on est surtout complètement flippé. Pour faire simple, votre cerveau c'est un petit peu comme votre maman, le jour où vous lui avez annoncé votre passion pour l'escalade, il était déjà pas chaud, mais alors les yeux bandés c'est un coup à lui faire une syncope. Enfin tout ça, Nicolas l'a assimilé petit à petit, et à force de travail vient d'achever le 16 octobre dernier son tout premier 8A avec la voie Los Tacos de los Rigolos sur le site de Saint-Géry. Alors un 8A en falaise en étant aveugle, comment est-ce possible, me direz-vous? Et si j'aurais bien aimé vous répondre que ça ne l'est pas, que Nicolas est une invention de votre subconscient créée pour nourrir votre complexe d'infériorité, eh bien je suppose que cela commence surtout par une sacrée base de travail et de détermination. Car durant son année de travail sur le projet, en plus de sa cécité, Nicolas aura dû faire face au syndrome de Raynaud, un phénomène habituellement bénin qui survient chez de nombreuses personnes en bonne santé et qui vous coupe la circulation sanguine, donnant un aspect de doigt mort avant de reprendre tranquillement. Sauf que chez Nicolas, ce syndrome est assez violent et il aura complètement empêché de grimper durant les journées aux températures trop basses. Bref, ajoutez à cela 2 Covid au début de sa période de travail et la semaine précédant son enchaînement, et vous obtenez ce que les mutuelles appellent une salade tomate oignon dans le milieu, mais finalement peu importe, car au bout d'un sacré combat, Nicolas sera enfin rentré dans ce qu'il appellera lui-même le cercle très fermé des octogradistes aveugles. Alors pour ça et pour tout le reste de son œuvre, bravo à lui. News numéro 2, et direction maintenant le Chili, chose assez rare dans cette émission, je vous l'accorde, pour le récap d'un événement bien particulier, le tournoi de qualification olympique panaméricain à l'occasion des Jeux du continent. Alors si vous ne connaissez pas le fonctionnement de cette série de tournois, je vous encourage déjà à aller voir la vidéo de la série Road to the Olympics que j'ai mise sur la chaîne il y a 2 jours, des Jeux panaméricains donc avec un énorme enjeu pour les gagnants, décrocher un billet pour les Jeux olympiques. Alors cette histoire a commencé avec de la vitesse, et si chez les hommes l'américain Samuel Watson a fait respecter son statut de favori en décrochant sa place au jeu sans avoir été mis trop en difficulté par la concurrence, chez les femmes c'était un peu différent. Vous le savez si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les tournois de qualification olympique, le système panaméricain étant assez différent du système européen, les athlètes déjà qualifiés pour les Jeux olympiques pouvaient également participer à la compétition, dont Emma Hunt, la première qualifiée lors des championnats du monde de Berne en vitesse. Derrière Emma, la favorite pour se qualifier était l'équatorienne Andrea Rojas, sauf que celle-ci, aléa du tableau, est tombée contre Emma en demi-finale, qu'elle perdra, tandis que l'américaine Piper Kelly, elle se qualifiera en finale de l'autre côté, et par la même occasion aux Jeux olympiques, se permettant même une victoire de prestige face à sa compatriote Emma Hunt, victime d'un faux départ. Alors notez que j'ai choisi cet angle d'attaque, mais je veux absolument pas créer de polémique, hein. Attends, tu penses vraiment que tu vas créer une polémique avec 7000 abonnés ?
Bon, plus sérieusement, de toute façon, les chronos d'Andrea Rojas n'étaient pas spécialement meilleurs que ceux de Piper Kelly jusqu'à la demi-finale, donc il n'y a pas un sentiment d'injustice de très grande envergure, mais c'est vrai que je voulais mettre le point sur le choix du système que je trouve assez étonnant, surtout que ça enlève une finale potentielle entre les deux concernés, donc voilà, après chacun se fera son avis sur la chose, et vous me direz le vôtre en commentaire. En tout cas, derrière se jouaient également les épreuves de combiné, et chez les hommes, le duel fut remporté par Jesse Grupper, rattrapant son retard en bloc sur son principal rival Sean Bailey, avec une magnifique remontée en difficulté pour venir rejoindre Colin Duffy dans les qualifiés de Paris 2024. Enfin, le spectacle terminait en apothéose avec le duel que tout le continent attendait entre Brooke Raboutou et sa compatriote et amie Natalia Grossman. À la sortie des demi-finales d'ailleurs, le choc tient toutes ses promesses et les grimpeuses sont au coude à coude, Brooke devant pour 0,1 point seulement. Mais en finale, le scénario s'inverse, Natalia réussit un bloc de plus et assure l'essentiel sur son tracé de diff pour se qualifier, laissant Brooke à quai, elle qui avait déjà terminé au pied du podium à Berne et qui devra maintenant tout donner aux Olympics Qualifiers en mai prochain. News numéro 3, les projets tombent en cette fin d'année. Après Project Big, et bien c'est Bibliographie qui vient de céder une 5e fois sous les assauts de l'espagnol Jorge Diaz Rullo. Alors Jorge, on en a déjà régulièrement parlé sur la chaîne, notamment en début d'année où il avait libéré Merojendo la Samfaina, son premier 9B+. Depuis, Jorge était retourné travailler son autre projet dans la même cotation, à savoir Bibliographie, et le moins qu'on puisse dire c'est que cela fut une sacrée épopée pour lui. Alors tout commence en juillet 2021, Jorge arrive à Seus, cette voix mythique il la connaît déjà, ce mur aussi. 2 ans plus tôt, il a déjà enchaîné Biographie, son illustre voisine. Quant à Bibliographie, il a lorgné chaque recoin de la vidéo de son enchaînement quelques mois plus tôt par Alex Megos. Mais à ce moment, Jorge est encore trop frêle et il ne pourra que contempler les plus grands, comme Stefano Ghisolfi ou Sean Bailey l'a travaillé, et même l'enchaîner tous les deux. Derrière, il ne revient qu'à l'été 2022, et s'il peut enfin attaquer le gros du travail sur la route pendant 20 jours, il reste trop faible physiquement et mentalement et repart encore bredouille. Enfin, en 2023, Jorge revient à nouveau, d'abord en mai, pendant 1 mois et demi, où il se sent enfin au niveau, notamment en passant le pas de bloc depuis le sol pour la première fois, mais il joue de malchance et la pluie ne lui laisse que trop peu de temps pour l'enchaîner, et il se contente encore une fois de contempler notre français Sebouin clipper le relais de la voie avec succès. Enfin, ce n'est que partie remise, puisqu'il revient à nouveau à l'automne, les essais sont prometteurs, Jorge réussit le lien du pas de bloc jusqu'au top quasiment à chaque fois, et enchaîne même le mouvement de bloc pour la seconde fois depuis le sol, mais juste après, une semaine de pluie l'empêche de continuer, et derrière c'est presque pire, puisque si les fortes chaleurs qui touchent la France lui permettent au moins de mettre des essais, elle condamne toute chance de succès. Mais Jorge c'est un peu monsieur motivation, et après environ 14 posts Instagram de il fait trop chaud mais je suis hyper motivé, let's go, c'est finalement le 16 octobre dernier qu'il clippera le relais de cette voie mythique. Au total, il lui aura donc fallu 60 jours sur la voie et 2 ans et 3 mois depuis le début du projet. 2 ans et 3 mois, 2 ans et 3 mois, vous vous rendez compte ce que c'est 2 ans et... Ça fait 123 Caillou News, j'ai compté, vous croyez vraiment que je vais faire 123 Caillou News? Ne répondez pas. Enfin bref, c'est au bout d'une belle aventure que Jorge rentre maintenant dans le cercle très fermé des grimpeurs avec 2 voix dans le 9B+, aux côtés de certains Sebouin, Stefano Ghisolfi, Adam Ondra, Alex Megos, Jacob Schubert et Chris Chama. Alors vous, je ne sais pas, mais personnellement, je trouve que ça commence à ressembler à un joli repas. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence les croix sur le site de Margalef où on retrouve Alex Megos exactement là où on l'avait laissé la semaine dernière avec l'enchaînement de Tierra Negra 9A/9A+. Et est-ce que vous connaissez la différence entre les forts et les très forts grimpeurs? Eh bien je crois que c'est un peu l'histoire de cette croix, et si certains mettent des années à projeter une seule voie dans ce niveau, eh bien certains comme Alex expliquent n'avoir pas pu trop grimper à cause d'un shooting photo, mais d'avoir quand même, je cite, réussi à mettre quelques essais pour enchaîner ce tracé de Chris Sharma. L'Allemand précise au passage que pour lui, il est difficile de choisir entre 9A et 9A+, ayant réalisé l'ascension sans genouillère et la sentant un peu plus difficile. En tout cas, c'est donc une 3e croix dans le 9 en 2 semaines à Margalès, et sans trop m'avancer, je crois qu'on est parti pour une belle moisson automnale. Juste avant de mettre le cap sur Laval maintenant, c'est à Fontainebleau que Sam Afzou coche Big Island, 8 ses blocs. Entre 2 entraînements avec le Pôle France, le grimpeur aura pu mettre 4 séances dans le bloc avant de l'enchaîner. Le grimpeur plutôt spécialiste de la résine aura buté longtemps sur ce mouvement en contrepointe, mais aura finalement rajouté une croix de choix à son palmarès, guidé par sa sœur et Samuel Richard, de passage eux aussi sur Blo. Place maintenant au repos avant, on l'espère, une très belle performance ce week-end. Et cette semaine encore, c'est en Suisse qu'Alizé Dufresne enchaîne King Daka,
8B bloc, un grand bloc tout en équilibre et placement que la grimpeuse pensait trop dur pour elle en le découvrant en 2018, mais qui lui a finalement convenu. Après plus d'1 an sans faire de bloc et une blessure au genou en août, c'est un beau retour sur le caillou pour la française qui avait déjà coché un 8B+ l'an passé avec héritage en Suisse toujours. Et nous, on espère évidemment qu'elle puisse continuer sur cette lancée avec une jolie fin d'année. Cap sur le Brésil maintenant avec Felipe Camargo qui libère Pura Vida, proposé 9A. Le local continue de libérer des voies majeures dans son pays afin d'y développer la grimpe, avec cette fois-ci une voie surréglée qui aura mis à rude épreuve ses doigts. En effet, les conditions humides du secteur et l'abrasivité de la roche ne lui permettaient pas d'enchaîner 2 jours consécutifs dans la voie, rendant le travail encore plus chronophage. Mais cela ne l'a évidemment pas arrêté et il coche ainsi sa 10e voie dans le 9, chapeau. Enfin, direction le Gard sur le site de la Verrière pour la libération de la Guerre des Wolfs, proposée 9A+ par Matteo Soulé, un très gros projet pour le jeune falaisiste de 16 ans qui lui aura demandé d'investir 35 sessions de travail avant de pouvoir enfin en clipper le relais. Il s'agit d'une liaison entre la Guerre des Nerfs 9A et le Black Wolf Project, lui aussi en préparation. Un départ dans un 8C+/9A avant un mauvais repos, suivi d'un bloc dans le 8A avec évidemment une petite part d'aléatoire histoire de pimenter le tout. Il s'agit de la 4e croix du grimpeur dans le 9e degré et déjà une première ascension, impressionnant pour son âge. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, un commentaire si le cœur vous en dit, nous soutenir financièrement sur la page Tipeee. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!